Bonjour à tous et bienvenue sur le mug Nowtech, le mug du vendredi. Aujourd'hui, on aura plein de sujets tech et on aura un gros débat vers la fin de l'émission sur les NFT. Est-ce que c'est de l'art ou du cochon? Et oui, le titre est choisi. Nous sommes le 12 mars 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien en ce vendredi matin. C'est la fin de la semaine au Laker. Encore une journée à tenir, sauf pour ceux qui bossent le week-end. Ça arrive, hein? On pense à eux, on pense à tout le monde, on pense à ceux qui nous regardent en direct, on pense à ceux qui nous regardent en différé, on pense à ceux qui nous écoutent. On vous fait des bisous à tous et c'est parti pour ce mug du vendredi. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, le son a l'air de marcher. J'avais un petit peu peur au niveau du son. Au top, tout le monde est au top. La semaine est vite passée, ça c'est clair. Hein, Camille est au top. Qui est au top? Levez la main. Samuel est au top, il est 5 sur 5. Tout le monde est au top ce matin, c'est magnifique. De quoi on va parler ce matin? On va regarder ça pendant que tout le monde lève la main. On va commencer, on va revenir sur les incendies du data center d'OVH. Premier calendrier de redémarrage qui se dessine. Effectivement, OVH est dans la merde, hein, on va pas dire les choses autrement. Et on va voir un petit peu ce qui se passe pour eux. En tout cas, nous ne nous joignons pas au concert de moquerie autour d'OVH. On leur souhaite bon courage, beaucoup de courage à tous ceux qui doivent travailler d'arrache-pied en ce moment. On parlera également d'Adobe qui lance Adobe, ça y est, vous allez me dire la prononciation, Adobe lance la version de Photoshop pour les processeurs Apple M1 et annonce un gros gain de performance. Parce qu'il faut absolument acheter le M1. Je vous donnerai des conseils. On va parler du port du masque dans les transports, sera analysé par vidéosurveillance. Oh mon Dieu, dictature sanitaire, blablabla, blablabla. Je vous expliquerai exactement. C'est peut-être pas exactement ce qui est retranscrit dans le titre, mais c'est de bonne guerre Numérama que vous fassiez un titre comme ça pour qu'on ait envie de lire l'article. Quand vous allez voir le titre de ma vidéo sur la santé connectée, c'est pas mal aussi. On en parlera tout à l'heure. La 5G arrive à Paris. Alors, c'est une news juste pour moi, hein, parce que moi, je suis content. Voilà. On parlera justement de l'arrivée de la 5G à Paris. Et oui, je me fais des auto-news. On parlera également d'Oppo. Oppo qui a annoncé le Find X3 Pro rivaliser avec les meilleurs avec son smartphone. C'est ce que veut faire Oppo. On donnera un petit peu vos avis. Je voulais faire un jeu de mots avec la poule Oppo, mais est-ce qu'on n'a pas fait un peu tous les jeux de mots autour d'Oppo qui existent? Nous parlerons bien sûr de notre sponsor du jour, notre sponsor toujours, ExpressVPN. On en parlera juste avant de passer à une grosse tartine débat. On parlera de deux articles. Une image s'est vendue à 69 millions de dollars avec le certificat d'authenticité NFT. Et en même temps, un autre article de Numérama, décidément, ils sont bien présents ce matin. Les NFT ont-ils rendu possible le vol d'œuvres d'art numérique virtuelles? Voilà, du lourd aujourd'hui en débat. Dégourdissez-vous les doigts, ça va chatter sévère dans la chatroom. Voilà un petit peu pour le programme du jour. Je vous propose de lancer tout de suite le Kawa. Certains n'ont pas compris mon jeu de mots sur la poule au pot. La poule au pot, Henri IV. La poule au pot pour tous les Français. Non, ça vous dit rien. Vous avez jamais mangé de poule au pot? C'est bon. Mangez-en. C'était Henri IV? J'ai un doute maintenant. Nota bene, si tu m'entends,
C'est qui avait dit de la poule au pot pour tous les Français? C'est bien Henri IV? J'ai un doute. Ouais, mais on n'apprend plus les rois de France à l'école. Ouais, on les décapite. Ouais, c'est bien Henri IV. Vous avez jamais connu Henri IV? Pff, pourtant, c'était un mec super sympa. Gravier, dès le départ de l'émission, ça commence fort. On va commencer, on va parler effectivement de l'incendie du data center d'OVH à Strasbourg. Premier calendrier de redémarrage se dessine. Je vous refais pas la news. Guillaume avait couvert l'actualité d'avant-hier, hier, parce que on a eu un peu les premières news pendant que Marion faisait son mug mercredi, donc elle n'a pas pu le couvrir, cet article. Donc c'est dans la nuit du 9 au 10 mars. Centre des données d'OVH à l'est du pays a été victime d'un terrible incendie. Cela a non seulement rappelé que les services dans le cloud reposent sur des infrastructures bien réelles, pouvant être soumises à toutes sortes d'aléas, mais aussi montré l'importance qu'il y a pour des sites web à avoir des plans de secours pour pouvoir rebondir en cas d'incident majeur. On ne va pas revenir dans le « mais tu n'avais pas fait un backup ». Guillaume a beaucoup parlé de ça hier. Effectivement, alors on sait que le data center, celui qui a été complètement détruit, datait de 2011. C'est vrai que ce n'est pas un data center de première fraîcheur. Il fonctionnait. On se pose effectivement des questions sur les redondances de serveurs, les redondances. Je pense que des services très névralgiques d'Internet ont beaucoup plus de redondance effectivement qu'une boutique en ligne, par exemple, mais de vrais drames. Et si vous avez regardé la vidéo de Tev, c'est une catastrophe pour lui. Tous les jours où son site est down, il perd beaucoup d'argent. Et soutien à lui et toute son équipe. Moi, j'ai regardé sa vidéo hier et enfin, je respecte beaucoup son travail d'entrepreneur qui fait, Tev. Je trouve que c'est vraiment, voilà, il a embauché du monde, il construit une vraie petite entreprise, il suit son idée au Japon. Et franchement, courage à lui. Parce que quand tu as des salaires à payer et tout ça, chaque jour où ta boutique est fermée, c'est dur, c'est très dur. Donc, cœur sur vous, ici Japon. Et voilà. EVH tente une escroquerie aux assurances. Je pense qu'ils vont perdre beaucoup plus. Non, franchement, alors toutes les hypothèses conspirationnistes, ah mais c'est bizarre, ça arrive en période où ils allaient rentrer en bourse, toutes les blagues. C'est vrai qu'on a été quand même très rapide à faire des blagues sur OVH. Ah là là, le cloud OVH avec des nuages de fumée. Enfin bon, il y avait de la blague facile. Je me demande si on n'est pas un peu... C'est une question que je pose. Est-ce qu'on a la dent plus dure parce que c'est une entreprise française? Je sais pas. Est-ce que la moquerie est une manière de catalyser en France? Je sais pas. Mais j'avoue que moi, j'ai peu regardé les réseaux sociaux là ces 2 derniers jours parce qu'on avait énormément de travail. Mais je pensais quand même aux équipes d'OVH là c'est dur ce qui leur arrive. Je sais pas, je voyais peu de messages de soutien. C'est une entreprise française, c'est des emplois français. On est là à se plaindre que l'informatique en Europe, on n'a rien, on n'a aucun GAFAM. Alors, en même temps, quand on a un groupe qui essaye de proposer des alternatives aux serveurs américains, je sais pas, moi vraiment, cœur sur eux, soutien aux équipes d'OVH. Oui, moi aussi, ça me fait rire, les blagues. Honnêtement, il y a des trucs qui m'ont fait sourire hier. Peut-être un peu trop tôt, mais bon, voilà. Est-ce que des data centers étrangers brûlent? Oui. Ça n'arrive pas qu'à OVH, quoi. Qui aime bien châtie bien. Ça, le tutorien, qui aime bien châtie bien, c'est un peu une excuse de tortionnaire. Voilà. Je pense que ça a été inventé par un bourreau, genre au Moyen-Âge. Qui aime bien châtie bien, clash, t'enlève une dent. Tous les proverbes ne sont pas bons. Les Français auraient fait la même chose avec Google et Amazon? Je sais pas. Non, mais peut-être.
C'est peut-être moi. Attends, j'ai un problème de cadrage, ça m'obsède. C'est peut-être moi qui me. Mais bon, je trouve que. Disons que j'ai plus vite vu des blagues que des messages de soutien. C'est ça que je veux dire. Bref, aujourd'hui, on connaît un peu plus les choses. A priori, et c'est pas encore confirmé, mais ça serait un onduleur qui aurait été réparé dans l'après-midi, et manifestement mal réparé. Donc, il y a une course maintenant à l'assurance qui va se faire justement. Où est la responsabilité de l'incendie? Est-ce que, par exemple, c'est les gens la société qui faisait l'entretien de l'onduleur qui a mal fait son boulot? Voilà, les accidents, ça arrive. Les proportions sont énormes. Bien évidemment, les assureurs sont les premiers à chercher quels sont les responsables, mais à voir, est-ce que sous Twitter ou les assureurs vont être les plus rapides à déterminer les coupables. En tout cas, on sait que c'est la partie SBG2 qui a été détruite en intégralité. La SBG1 était partiellement endommagée, avec 4 salles sur 12 qui ont été attaquées par le feu. Les parties SBG3 et SBG4 ont été sauves. Mais comme l'alimentation est coupée sur l'ensemble du secteur, rien n'est redémarré pour l'instant. Donc Octave Klaba a donné un premier calendrier de redémarrage le 10 mars sur Twitter, est prévu de redémarrer le 15 mars, donc lundi. Lundi redémarrera le SBG1, le SBG4 et le réseau. Puis dans un second temps, le 19 mars, ce sera le tour de SBG3. Il a indiqué également que les travaux de raccordement électrique à accomplir pour les 3 parties, les travaux à faire d'ici le 15, c'est effectivement tout le raccordement électrique pour les 3 parties, vérifier l'état d'une salle de réseau, en reconstruire une autre et contrôler la fibre optique. Ces tâches pourraient prendre jusqu'à 1 ou 2 semaines. C'est à peu près l'étendue des travaux. OVH prévoit aussi de mobiliser ses autres centres de données, plus exactement ses 2 principaux autres data centers français qui sont situés à Roubaix et Gravelines. Octave Klaba a rappelé que les autres installations du groupe ont du matériel en stock pour appuyer la relance d'un certain nombre de clients. Il est notamment question de déployer 10 000 nouveaux serveurs d'ici 3 à 4 semaines. Waouh! Il va y avoir de l'heure sup, là. Franchement, vraiment, vraiment courage aux équipes d'OVH. Et c'est beau de se relever d'un accident. Donc ça peut être une belle histoire. Et c'est peut-être là où il faut les soutenir. Les accidents, ça arrive. Les accidents graves, ça arrive. Se relever d'un accident industriel comme ça, c'est un sacré challenge pour une entreprise comme OVH, qui certes est une grosse entreprise, mais c'est pas Amazon. Voilà. Donc, courage et vraiment une pensée pour ceux qui vont devoir bosser nuit et jour et le week-end pour remonter tout ça. Donc l'origine de l'incendie, comme je vous l'ai dit, n'est pas encore complètement certifiée. Aujourd'hui, il y a environ 3,6 millions de sites web répartis sur 464 000 domaines distincts qui ont été mis hors ligne par l'incendie. Il s'agit de statistiques globales, OVH proposant aussi ses services à des clients étrangers. Concernant les sites utilisant le domaine rattaché à la France, .fr, Netcraft a compté 184 000 sites web hors service répartis sur 59 600 noms de domaines distincts. D'après lui, cela représenterait 1,9% de tous les domaines.fr dans le monde. À noter qu'on ne peut pas identifier tous les sites français touchés de cette façon, car ils sont quand même beaucoup à utiliser une extension .com. C'est d'ailleurs ce que signale Netcraft. La plupart des sites web touchés utilisent des domaines génériques .com. En l'espèce, ont été concernés 880 000 sites web répartis sur 180 000 domaines. On trouve des sites utilisant d'autres domaines nationaux, etc. Mais aussi des sites officiels de pays étrangers, de la Pologne à la Côte d'Ivoire, en passant par le Pays de Galles. Bref, c'est un gros accident quand même sur Internet. Ça posera probablement à pas mal de services la question de la pertinence de payer des redondances. Des redondances, c'est être hébergé sur plusieurs serveurs géographiques.
les sites hautement sensibles ont des redondances. Le truc, c'est que ça coûte cher, bien évidemment. Ces redondances. Ça coûte cher, donc ça dépend après le niveau de revenu des sites web. Là où ça fait vraiment mal, on va dire, c'est le petit commerce d'Internet. Et je pense à Tev, ça ne veut pas dire que son entreprise est petite, mais il est évident que je ne pense pas qu'il ait le chiffre d'affaires qui lui permettent d'avoir des redondances serveurs. A priori, il parlait de backup, mais il faut effectivement les retrouver, puisque les serveurs de backup chez OVH, il y en a aussi qui ont cramé. Après, chez OVH, il y a des redondances. Il y aura probablement des drames de gens qui auront peut-être tout perdu parce qu'ils n'ont pas fait les backups, etc. À voir, on verra. Il est un peu trop tôt pour faire... Oui, mais le backup ne peut jamais être 100% infaillible non plus. Et puis, certains n'ont pas fait de backup. Ce qu'expliquait quand même Guillaume hier, et ça, je le comprends tout à fait, c'est trop facile, après un accident, de reprocher aux gens « Ah, mais il aurait fallu que tu fasses ça, il fallait que tu fasses ça. » Moi, je le vois, je le dis très clairement. Nous, chez Naotech, en termes de sécurité de ce qui est notre corps de métier, on progresse par rapport à une époque où il nous serait arrivé. Et on a eu des drames d'ailleurs. On a perdu des montages entiers au début. Donc on a une certaine redondance des fichiers, etc. Est-ce que notre site web est pour l'instant pas un enjeu majeur pour nous? Donc, je pense qu'il y a un backup. Oui, Marion m'a dit qu'il y avait un backup. Maintenant, voilà. Et après, nous, notre hébergement principal est sur YouTube. Mais ça peut arriver, peut-être que tous les serveurs YouTube, attentat, boum, tous les serveurs Google down. Marion a-t-elle fait ses backups? Vous lui demanderez, ça va lui faire plaisir. Il faut mettre les serveurs dans des chambres sous vide, pas d'oxygène, pas de feu. Écoute, si vous êtes peut-être des spécialistes des sécurités de serveurs et tout, moi je ne le suis pas. Je sais juste qu'effectivement le serveur qui a brûlé était une technologie assez ancienne, 2011. Je pense que l'hébergement, c'est exactement comme tout. Si vous cherchez les premiers prix, vous attendez pas à avoir les meilleurs services. C'est là où il faut peut-être pas être naïf. Et chez OVH, vous avez plusieurs gammes de prix, vous avez plusieurs gammes de services. Après, j'en sais rien, je suis pas un spécialiste encore, je sais pas si, dans cette ferme de serveurs-là, c'était les serveurs, les hébergements pas chers. Mais voilà. Le problème, c'est qu'il donne accès aux serveurs à des milliers d'entreprises qui n'ont pas de compétences en infogérance. Il va y avoir de la casse. Non, mais c'est clair. Toi, tu as perdu un serveur sur Strasbourg 2, un autre sur Strasbourg 1, dont on ne sait pas quel état il est. Heureusement que j'avais des redondances. On a remplacé dès mercredi le serveur perdu et redémarré jeudi juste avec une base de données. Ouais, mais c'est bien. Mais pareil, tu parles d'infogérance et qu'effectivement, des entreprises n'ont pas d'infogérance. Tout est une question de moyens et d'argent. Et c'est là où on arrive au problème économique du web. Le problème économique du web, c'est que beaucoup de sites reposent sur très peu d'argent. Parce que c'est pas facile, contrairement à ce que certains croient, de faire de l'argent sur Internet. Les gens veulent que du gratuit, les gens ne veulent pas de pub, et les gens ne veulent pas payer. Vous allez peut-être me dire le contraire, mais c'est la réalité du web. Et là, je parle de petits services web. Je ne parle pas, bien sûr, d'une boutique en ligne qui va vendre des produits. Je parle de faire de l'argent, par exemple, avec du contenu. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à d'autres entreprises que je connais, d'autres secteurs d'activité, quand tu es sur le web, tes premiers budgets se comptent en centaines d'euros et pas en milliers d'euros. Et quand tu dois acheter des prestats et des services, il n'y a pas beaucoup de choses qui coûtent des centaines d'euros. Voilà. Pour l'instant, le site, c'est juste un article pour donner le lien des vidéos. Oui, tout à fait. Le site nowtech.news, je crois qu'on a changé l'URL maintenant. C'est nowtech.news. Vous pouvez y aller, mais pour l'instant, on n'a pas encore donné. On y réfléchit.
Mais on n'a pas encore trouvé une vraie fonction à un site par rapport à notre chaîne YouTube. C'est pas qu'une question d'argent. Quand on crée un site internet, on ne sait jamais physiquement où il sera stocké. Oui, mais quand je dis que c'est une question d'argent, le tutorien, qui est décidément mon contradicteur depuis quelque temps, le tutorien, c'est une question de ressources humaines et de compétences. C'est-à-dire que, je sais, on ne sait pas où sont hébergés les sites, etc., mais il y a peu de sites qui ont un CTO, enfin, un directeur technique, quelqu'un dont le boulot serait de... Regarde, moi, avant l'arrivée de Guillaume, et moi, j'y connais rien à tout ça. Avant l'arrivée de Guillaume sur Nowtech, maintenant, Guillaume est un peu notre CTO. Voilà, et justement, il est en train de mettre le nez dans notre hébergement, il est en train de lever tous les lièvres de trucs qui vont pas du tout. Nous, on fonctionne un peu avec une tuyauterie. Il y a des petites fuites, quoi. Faut comprendre que Nowtech, on a construit un peu de briques et de broc sans budget pendant 4-5 ans. Maintenant, on a un peu plus de budget. Il s'agit de renforcer la structure, quoi. Avant Internet, on faisait des backups tous les jours dans les entreprises. Moi, ce que je dis, c'est que c'est toujours facile de dire aux gens ce qu'ils auraient dû faire après qu'ils se soient fait cambrioler, voler, leur maison est brûlée. Ah, mais t'avais pas... Ah, mais t'aurais dû scanner tous tes documents. C'est dommage quand même que tu les aies perdus dans l'incendie. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Bref, on a le droit de le penser. Moi, je sais que, par exemple, quand on s'est fait voler 9000 € de matériel dans le train, beaucoup de gens ont été prompts à me dire « Mais t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. » J'ai plus apprécié les gens qui m'ont dit « Courage, courage, c'est chiant ce qui t'arrive. » Parce que t'es déjà à te dire « Putain, je suis le roi des cons. Ah putain, j'aurais dû faire ça. Ah putain, j'aurais dû faire ça. » Et en plus, des gens viennent te dire ce que tu aurais dû faire. C'est lourd. C'est lourd. Voilà. Je suis pas d'accord avec ta comparaison dans le sens où on parle d'infra. C'est un métier. Oui, non mais après, de toute façon, laissons aussi l'enquête se mener. Parce que par exemple, si l'hypothèse que c'est un onduleur qui a pris feu, qui a été mal réparé, alors on dira, mais pourquoi il n'y avait pas des services incendie performants? Il y a peut-être une chaîne, une succession de défaillances. C'est peut-être pas forcément entièrement de la faute d'OVH. On l'a vu à travers le monde. Regardez, il y a des centrales nucléaires qui pètent, alors que ça devrait être les endroits les mieux protégés de la planète. Voilà. Donc, on a beau dire, mais pourquoi ils n'avaient pas ça? Mais pourquoi les serveurs sont pas dans de l'eau de mer? Pourquoi ça prend feu? Pourquoi? C'est normal qu'on se pose la question. Vous pouvez avoir des successions comme ça de catastrophes les unes après les autres qui n'ont pas forcément été prévues. Et ça mène à des drames. Voilà. Regardez l'exemple que tout le monde connaît. Le Titanic. Un bateau conçu pour être insubmersible. C'était même la pub du Titanic. Aucun ingénieur au monde avait pu prévoir qu'un iceberg allait couper, je ne sais plus, c'était les 7 caissons d'étanchéité du bateau sur toute sa longueur. Le truc, la probabilité que ça arrive était infime. Alors après, je ne suis pas un spécialiste du Titanic. Certains vont me dire, mais si, il y avait une erreur de conception. Voilà. L'erreur est humaine et merci Flonflon et salutations à toi et les floflonneurs. Je sais pas comment vous les appelez, mais je sais que tu as un petit nom pour nous aussi, hein, donc j'y ai droit. Mais merci en tout cas. D'ailleurs, je vais en profiter, on va passer à l'article suivant pour remercier. Ah, j'ai perdu tous les primes et les subs, donc merci Flonflon pour ton sub, merci Damien Bouchalt, merci Craver, merci Serge, merci Kenshiro, merci Steve McFloyd. Non,
Steve McFloyd, c'était il y a 16 heures. Mais merci quand même. Pour le Titanic, il y avait une partie qui avait brûlé avant le départ. Cela la fragilisait. Tu vois, c'est ce qu'on appelle une succession de merdes. Voilà, qui peuvent arriver. Les trucs deviennent improbables et ça t'arrive. Donc pour l'instant, on n'en sait pas tellement plus sur OVH. Donc pour l'instant, je pense qu'ils ont surtout besoin de soutien. Voilà. Et pas d'analystes à la petite semaine qui savent ce qu'ils auraient dû faire. Je pense. Hein. Voilà. Allez, on continue dans les articles. On va parler d'Adobe, prononcé à la française, Adobe, prononcé à l'anglaise. Voilà. Donc, mes correcteurs de prononciation vont avoir du grain à moudre. Ils lancent leur version de Photoshop, la boutique de photos. Hein, ça, c'est pour ceux qui détestent nos anglicismes. Hein, Photoshop, la boutique de photos. Pour Apple, Pomme. Pour Pomme M1. Désolé. Vous me charriez bien, j'ai le droit de vous charrier de temps en temps, hein, quand même. Merci beaucoup, Monsieur Inks, pour ton Prime. Sur la chaîne NFT Nowtech. On en parlera à la fin des NFT. Gros débat sur les NFT. Les emmerdes, ça vole en escadrille. Exactement. Shit hits the fan. La merde dans le ventilateur. Après Lightroom, c'est au tour de Photoshop de bénéficier d'une version native pour les machines dotées du processeur Apple Silicon. Cette mouture est en moyenne 1,5 fois plus rapide que la version Intel. Ils auraient annoncé qu'elle était 1,5 fois plus lente, on aurait peut-être eu un problème. Adobe. Hein, donc plus rapide, donc c'est cool. Attention, il y a certaines fonctions qui ne sont pas encore disponibles dans la version M1 de Photoshop, par exemple le Invite to Edit, Cloud Documents ou les Preset Syncing. L'éditeur précise justement que si vous avez des problèmes avec des fonctions manquantes, la version Intel avec l'émulateur Rosetta 2 fonctionne toujours avec la version M1. Donc c'est peut-être pas la peine de... Enfin moi, voilà, je vais vous donner un conseil de grand-père. Tant que ça marche, attends 2-3 mises à jour. Et d'une manière générale, c'est ce que je vous ai dit sur le M1. Si vous voulez vraiment avoir un Mac boosté à la performance, sachant que le M1 est destiné à être l'entrée de gamme chez Apple, ne vous ruez pas sur les M1. Attendez le M1X ou le M2. Si vous cherchez à acheter un Mac vraiment pour la performance. Après, si vous êtes vraiment en renouvellement d'ordinateur, ça peut être intéressant de prendre le M1. Mais si vos Macs sous Intel tiennent encore le coup, hein, et là, on amène notre label. Il faudrait que je l'ai sur un bouton, le label. Take your time. Prenez votre temps avec la tech. Ne suivez pas forcément les plans marketing. La nouveauté n'est pas forcément une vertu. Hein, retenez cette phrase. La nouveauté, c'est bien. Les progrès, c'est bien. Les nouvelles versions, c'est bien. Les nouveaux trucs, c'est bien. Mais parfois, les nouveaux trucs, ça a besoin d'être un peu patché, affiné pour que ça fonctionne parfaitement. Donc, l'acheteur avisé, hein, et je pense que vous êtes des acheteurs avisés, n'est pas quelqu'un qui achète tout de suite la technologie. Merci beaucoup, la Jouve, pour ton Prime. Take Your Time, exactement, c'est notre nouveau label. Take Your Time, j'en parlais dans une de nos dernières vidéos. On fera peut-être une vidéo dédiée au Take Your Time et ce qu'on veut faire avec le Take Your Time. Guillaume vous a fait un premier live Take Your Time en changeant la batterie d'un Pixel, je ne sais plus quel modèle. C'était dimanche dernier. À force de dire d'attendre, il va falloir renommer la chaîne. Ben non, justement, parlons un peu de sémantique, la crème de la flemme, j'aime beaucoup ton pseudo. Justement, Nowtech, qui veut dire la tech d'aujourd'hui, la tech de maintenant, se doit d'évoluer même avec la notion de technologie. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où après des années d'émerveillement et de course, après la nouveauté systématique, une approche, on va dire moderne, même si le moderne fait tout de suite vieux, mais une approche actuelle de la tech
c'est d'utiliser la tech dont on a besoin et pas forcément la tech que le marketing nous fait croire qu'on a besoin. Voilà. Donc, c'est une nouvelle approche. C'est une approche assez actuelle de la tech. Donc, pour moi, ça colle avec Nowtech. Voilà. On peut... me lancez pas sur la sémantique. Hein. Ça veut pas dire... Attention, parce que certains sont en train de dire... Oula, Jérôme, il va faire que des trucs avec de la vieille tech. On veut pas faire une chaîne low-tech. C'est pas notre intention non plus. On parlera des nouveautés. Mais on essaiera de parler des nouveautés, pas forcément quand elles arrivent, pas forcément au moment où le calendrier marketing des marques nous impose de parler des nouveautés. On en parlera selon notre calendrier, quand on jugera que des nouveautés sont pertinentes. Alors effectivement, on fera beaucoup moins de vues que les vidéos. Alors on en fera peut-être des vidéos sur des smartphones au moment où ils sortent, si on juge que c'est pertinent de la faire. Voilà. C'est en fait on veut reprendre le pouvoir par rapport au calendrier que le marketing des marques nous impose en tant que chaîne YouTube. Voilà, c'est surtout ça notre idée. Merci Tyler pour ton sub. Et on sait que ça va faire du mal à notre algorithme. On sait qu'on va probablement descendre notre nombre de viewers. C'est un pari. C'est un pari que je fais. Voilà. On changera peut-être d'avis dans 6 mois quand on n'aura plus de sous. Mais c'est là où on a besoin de vous. Je vais vous le redire tout à l'heure. On a besoin que vous soyez plus actifs sur notre chaîne YouTube pour phagocyter l'algorithme. En fait, là, vous devenez vraiment utile. Sur une chaîne qui essaye de faire quelque chose de différent, l'importance que vous en rentrez en interaction avec nos vidéos devient vitale pour nous, vraiment. Et pas que le pouce bleu. Mais je vais vous en reparler justement avec l'article suivant. Le port du masque dans les transports sera analysé par vidéosurveillance. Mon Dieu! Je prends... Alors oui. Comme le président des États-Unis, je porte un double masque. Je vais vous dire pourquoi je porte un double masque. C'est pour faire de la pub à SOS Ciné. Non. C'est pour faire... en fait, c'est plus pour une question de confort. Je vous explique, ça peut être un truc pour vous. Le fait de mettre un double masque, d'abord, ça me permet d'avoir un masque à l'intérieur si j'ai besoin de le jeter parce qu'il pue ou je l'ai déjà utilisé. Voilà. Et le deuxième masque, en fait, me plaque le premier masque sur le visage et ça a beaucoup fait pour empêcher la buée de remonter dans mes lunettes. Donc, essayez, rajoutez un masque tissu. C'est pas genre je mets un double préservatif, machin. Hein. C'est plus, voilà, pour une question de confort. L'ensemble tient mieux sur mon visage comme ça. Bref, on s'en fout. Viens vers SOS Ciné, Samuel, t'es magnifique. La buée, c'est super relou. Et voilà, c'est un petit truc que je vous donne. Petite astuce, petit tip. Essayez le double masque si vous avez des problèmes de buée. Jérôme meurt étouffé. Non, alors franchement, en termes de respiration, ça n'a rien changé. Alors, je suis vraiment... Les gens qui disent que les masques, ça les empêche de respirer, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Il va falloir qu'on m'explique comment on peut avoir du mal à respirer avec un masque. J'en porte 2. Et alors, Enfin, bien évidemment, je sens que j'ai un truc devant le visage. Mais enfin, j'ai jamais eu une sensation d'étouffement avec un masque, quoi. Mais vraiment. S'il pue, ça veut dire qu'il a une mauvaise haleine. Pourquoi, toi, ton haleine, elle sent la rose à toute heure de la journée? Vraiment? Vraiment? Tu veux qu'on aille renifler tes masques? Mais non, alors, je vais te dire, je marche très vite. Hein. Je fais de la marche... voilà, j'essaye... En fait, mon but maintenant, quand je marche dans Paris, c'est de déclencher mon Apple Watch qui considère ma marche comme un exercice. Pour ça, il faut marcher quand même de manière tonique. Jamais eu de problème d'étouffement avec un masque. Hein. Je sais pas comment vous faites pour avoir des problèmes d'étouffement avec un masque. Hein. Franchement... Enfin, bon.
Ok, j'entends certains qui ont des problèmes avec leur masque, mais bon. Euh, je, perso, non. Bref, c'est pas absolument pas le sujet. Mais on est vendredi, il y a beaucoup de gravier le vendredi dans l'émission. On dérape assez facilement. Un nouveau décret a été pris par le gouvernement. Il autorise l'usage de la vidéosurveillance pour établir des statistiques sur le taux de port du masque dans les transports en commun. Ah, vous dites, on va être surveillé, État, dictature sanitaire, scandale, révolution. Voilà. Là, ça va donner du grain à moudre aux conspirationnistes. Alors, décortiquons un petit peu ce décret entre personnes posées, raisonnables, avec les chakras ouverts. Le gouvernement vient de publier un décret autorisant effectivement le recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les transports. Il s'agit, premièrement, d'une mesure temporaire. Le décret doit s'appliquer pour la durée d'1 an à partir de la date du 11 mars 2021. Il n'est pas question de reconnaissance faciale dans le décret. Autrement dit, il ne s'agit pas d'identifier les personnes sans masque dans les transports en commun pour ensuite leur infliger une amende de 135 €. L'idée n'est pas de vous choper à la sortie du métro en vous disant « Hé, monsieur, radar masque, hein? C'est quoi ça? Le masque sur le nez, sous le nez, là. Allez, 135 €. » Non, il n'est pas question de ça. Le décret vise plutôt un suivi statistique du port du masque pour ajuster éventuellement l'information au public. L'exécutif convoque justement un autre article du RGPD qui liste les cas de figure où il est possible de passer outre les mesures pour les mesures de sécurité publique et santé publique. En fait, en gros, les caméras sont des caméras avec un algorithme qui vont déterminer le taux de port du masque toutes les 20 minutes et ensuite effacer leurs données. Effacer le dîner, c'est autre chose. C'est pour perdre du data au niveau du... Voilà. Mais effacer les données, elles seront donc effacées régulièrement. Et c'est juste pour donner une statistique. Dans les rames du métro, entre telle heure et telle heure, le taux de port du masque était de 85%. Et si on s'aperçoit, par exemple, que le taux du port du masque était trop bas, bah, ça déclenche peut-être un avertisseur au niveau de la centrale qui va dire il faut diffuser un message de prévention sur les quais en disant le port du masque est obligatoire. On le sait, hein, tous ces trucs dans les gares, il est interdit de fumer sur les quais, machin. En fait, vous vous dites oh, c'est chiant, ça sert à rien, j'ai pas besoin de ça. Bah, vous pouvez pas imaginer le nombre de gens qui pensent à mettre leur masque ou à éteindre leur clope ou quand ils entendent ce genre de trucs. Après, s'ils stockent leurs infos chez OVH, ça s'effacera tout seul. Et les blagues sur OVH, hein, c'est pas fini. Hein. J'ai des connaissances qui me disent que le masque empêche de respirer, qu'ils le prouvent avec un oxymètre Wish à 9 €. Oui, écoute, si ça les rend heureux, ça reste une porte... Alors, voilà, attention, la CNIL dit, ok, mais attention. Attention. Et c'est bien qu'on ait la CNIL, justement. La CNIL, justement, s'est exprimée spécifiquement sur le sujet en juin, en rappelant que la vigilance face à des caméras intelligentes dont l'usage n'est pas prévu par un texte spécifique, le décret pris en mars corrige toutefois le tir. L'instance en profiterait pour rappeler les importantes problématiques sur ce que ces dispositifs soulèvent et sa préoccupation sur la montée en puissance de la vidéosurveillance et à l'acclimatation à la reconnaissance faciale. Concernant les caméras intelligentes, la CNIL signalait à l'époque que leur utilité et leur intérêt réel, en fonction des circonstances précises, n'ont pu en ce sens être évalués et débattus à un niveau plus général que l'organisation décidant de leur mise en place. Et de glisser en filigrane que si la lutte contre la propagation de l'épidémie est un but tout à fait légitime, cela ne peut pas se faire au détriment des droits. Aïe. Et la CNIL a raison. Et c'est très bien qu'on ait un pays qui essaye de lutter contre cette épidémie
et qui rappelle effectivement les mesures sanitaires, mais on doit être extrêmement vigilant sur les moyens qu'on utilise. Donc, OK pour des caméras temporaires, pour faire des statistiques sur le port du masque, mais au moindre dérapage, attention. Et alors là, je vais faire de la pub. Je vais faire de la pub pour nous, parce qu'on a besoin de pub. Cet après-midi, en fin d'après-midi, va sortir une vidéo sur la chaîne. Le titre de cette vidéo, ça va être « La santé connectée, révolution ou dictature ». Et oui, nous aussi, on peut faire des titres un peu punchy. Et qui, justement, ça a été un exercice difficile pour moi. Parce que, comme vous le savez, je ne suis pas du tout un conspirationniste. Mais on s'aperçoit vite, quand on aborde ce genre de sujet, que la frontière est très mince. Et notamment sur la protection du data santé, etc. C'est des sujets, c'est une vidéo longue qui dure à peu près 30 minutes. Il y a des interviews dedans. On a vraiment fait un gros travail. On n'est pas des journalistes, mais on a fait un gros travail de recherche de chiffres. Vraiment, c'est une vidéo qui a pris du temps. Et vous donnerez votre avis, hein, effectivement, sur cette vidéo. Là où on a besoin de vous, c'est que cette vidéo... D'abord, il y a un petit risque non négligeable que la vidéo soit considérée par l'algorithme YouTube comme impropre à la publicité. Alors, on a un sponsor dans la vidéo, mais n'empêche que, bon, voilà, les revenus publicitaires YouTube, c'est pas complètement négligeable. Donc, il est possible... le logo ExpressVPN a disparu? Non, il est là. Il est un peu coupé. Ah, j'ai un petit problème d'image. Attendez. Ah oui. Hop. Je le remets un peu en place. C'est à peu près cette taille-là que Guillaume avait mis. Voilà. Hop, c'est retouché. Merci de me l'avoir signalé. Voilà, là où on a besoin de vous, c'est que c'est une vidéo qui a une probabilité d'être démonétisée. C'est une vidéo qui risque de ne pas être mise en avant par l'algorithme de YouTube. Donc, on a besoin que vous soyez actifs sur cette vidéo. Donc, j'en appelle à vous, hein, vous, la vieille garde de Nowtech, vous, nos grognards, vous, nos voltigeurs, notre avant-garde. On dirait un jeu général. Non, on a besoin de vous. Vous êtes le fer de lance de la chaîne. Vous savez ce que vous avez à faire pour phagocyter l'algorithme de YouTube. Du like, du commentaire et surtout partager autour de vous. Si vous pensez que des gens peuvent être intéressés par cette vidéo, soyez actifs. On a besoin que vous soyez actifs sur la chaîne pour nous aider. Voilà. Promis, tu vas en avoir des commentaires. Aïe, 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 aïe. Après, hein, thumbs up ou thumbs down, je le rappelle, c'est la même chose. Contrairement à ce que vous croyez, vous ne punissez pas du tout une vidéo en mettant un thumbs down. Hein. C'est considéré par l'algo YouTube comme un signe d'intérêt. Donc, vous pouvez mettre des thumbs down si vous n'aimez pas la vidéo. Mais soyez actifs, réagissez à la vidéo. Voilà. C'est ça qu'on vous demande. Merci, mes grognards. Les viewers YouTube Premium vous rapportent des sous? Ouais. Même si on est démonétisé, oui. Tout à fait. Bah, mettre un commentaire. Alors après, voilà, des gens me mettent, je mets un commentaire juste pour l'algorithme. Écrivez-nous juste, merci pour la vidéo. Si vous n'avez pas envie d'écrire plus. Bien évidemment, soyez pas bêtes. Si vous écrivez, j'écris ce commentaire pour l'algorithme, le mot algorithme est reconnu par l'algorithme et votre truc, enfin, vous savez comment marchent les algorithmes. Donc juste un petit merci pour la vidéo, si vous avez aimé. Ou... Elle est nulle, ta vidéo, si vous n'avez pas aimé. Un petit commentaire, un petit thumbs down et surtout la partager. La partager. Je sais, moi aussi, hein, j'oubliais souvent, moi, de liker et de commenter. Maintenant, je fais vraiment l'effort parce que ça prend une seconde. Je fais l'effort pour les chaînes que j'aime bien. Le like, un petit commentaire, un petit coup de pouce, voilà.
Bon, vous êtes prêts? Merci. Mais justement, ça aborde pas mal ce sujet de l'équilibre difficile entre la santé qui est une priorité pour un pays, et la liberté. Mais après, j'ai peut-être raté ma vidéo. Je fais tout ça sans du tout tomber dans le conspirationniste, parce que je ne suis pas du tout un conspirationniste. Justement, c'est presque une vidéo anti-conspirationniste. Alors, j'utilise le mot de dictature pour parler de dictature sanitaire possible, mais pas du tout au sens c'est la dictature sanitaire, mais pour dire quels sont les risques. Et c'est pas ceux que les conspirationnistes vous agitent comme un porte-clés. Elle sort quand cette vidéo? En fin d'après-midi. A priori, au plus tard à 18 h. Voilà. C'est là qu'elle sort. Bah, bien évidemment qu'en mettant un titre Révolution ou Dictature, bien sûr que je vais ramener un certain public. L'idée, c'est aussi d'avoir... Voilà, la différence entre un titre putaclic et une accroche qui donne envie de lire la vidéo, le titre putaclic va vous promettre quelque chose que vous ne retrouverez pas dans la vidéo. Oh là là, santé connectée, je vais vous montrer un truc, vous n'allez pas en revenir. Et à l'intérieur, je mets rien de sensationnel. Ça, pour moi, c'est un titre putaclic. Toute ma vidéo porte sur le débat révolution ou dictature, sauf que c'est les deux extrêmes de mon débat. Donc, si j'avais mis un titre genre santé connectée, les dangers ou les bienfaits, c'est un peu mou du genou. Voilà. Si la vidéo sort à 18 h, il faut lui faire une attestation. Elle est très bonne, celle-là. Elle est, j'aime beaucoup. La vidéo sort en plein couvre-feu. Je mettrai aussi des caméras dans les trains et dans le métro jusqu'à détecter le non-port d'un masque d'une personne et d'envoyer un message audio pour dire les obligations de le mettre. Oui, mais alors moi, par contre, je suis formellement contre des caméras dans les métros qui disent tel individu ne porte pas son masque et on lui doit une amende. Et je sais que certains d'entre vous disent « Mais si, ça serait très bien. Tous ces connards-là qui portent pas le masque et qui font qu'on va rester encore plus longtemps dans la sauce, je suis pour qu'on les dénonce sur la place publique, qu'on leur enlève leurs vêtements, allez, on va les tondre et on va leur couper la tête. » Vous me trouvez un peu excessif? L'histoire a montré qu'on dérape vite comme ça. Et je suis d'accord avec ceux qui disent « Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux de commencer à installer des caméras qui font peut-être une surveillance anonymisée parce que les caméras seront déjà en place. Et si derrière on a un gouvernement un peu plus totalitaire qui arrive, il a déjà des rames de métro complètement équipées de caméras pour justement détecter les individus qui, je sais pas, porteront un canard sur la tête parce que ça sera un signe de révolte contre un gouvernement totalitaire qui aura pris le pouvoir en France parce qu'on n'aura pas fait un vote républicain. Désolé, j'ai fait un petit dérapage politique. Comment dans un an, vous aurez... Comment j'ai réussi à lancer un pouvoir politique, un mouvement politique du canard sur la tête? Les caméras étaient là depuis bien longtemps, pas de reconnaissance faciale, mais enregistrement. Mais c'est un peu le problème, et c'est pour ça que moi j'ai des inquiétudes, et je partage les inquiétudes de la CNIL. Petit à petit, alors là on a une bonne raison, crise sanitaire. Ok, et c'est important, la santé de tout un pays, de tout un peuple. Mais il ne faut pas que ça soit la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et il faut être extrêmement vigilant. Un canard sur la tête, c'est très bon ça, je te le prends, LSA. On lance le mouvement avec le canard sur la tête et notre slogan c'est « Il y en a marre au canard ». Franchement, moi je dis ça marche. Et 8h50, il reste 2 articles. Merci Samuel. Putain, je me fais gronder.
L'arsenal répressif s'adapte à l'environnement, c'est triste mais presque inévitable. Après, je pense quand même qu'on a des... Justement, l'information a beaucoup de pouvoir maintenant parce qu'on est au courant très vite. Je fais encore confiance aux mécanismes de contre-pouvoir dans ce pays. Mais il est important qu'on se réveille et qu'on soit vigilant. Quand j'en vois des gens qui nous disent sur des vidéos sur la collecte de données que eux ils s'en foutent, que de toute façon ils n'ont rien à cacher et que c'est que de la pub, ils n'ont pas compris les enjeux. Je pense, c'est pour ça, nous, ça va être notre rôle. On va faire d'autres vidéos. Peut-être pas tout de suite parce qu'il faut laisser reposer. Mais on va refaire probablement une vidéo pour vous expliquer pourquoi la question n'est pas que vous ayez rien à cacher. La question n'est pas là. Et justement, dans la vidéo sur la santé connectée, on parle justement de la vie privée au niveau médical. Et là, généralement, vous faites un peu plus tilt. Bon, est-ce que vous rejoignez mon mouvement du canard sur la tête? Il y en a marre au canard. Lancé par Jean-Pierre Bel. Marre au canard, effectivement. On va leur voler dans les plumes, tout à fait. On va en faire du magret. On n'a pas le foie gras. Allez, on continue. Orange va activer la 5G à Paris avant fin mars 2021. La news est faite. Merci Orange. Non, ça traînait un peu. Le Conseil de Paris a adopté une nouvelle charte de la téléphonie mobile. La 5G va pouvoir se déployer vraiment dans la capitale. Et moi, je suis content parce que j'ai un forfait 5G. Je sais plus comment d'ailleurs. Enfin, si, je sais. Bref, j'ai un forfait 5G. Pour l'instant, j'ai jamais eu de 5G. Alors, il paraît que dans la petite ceinture autour de Paris, il y a de la 5G, mais je ne l'ai jamais vu encore, ma 5G. Donc, voilà, c'est une petite news égoïste pour moi. J'aimerais bien avoir de la 5G sur mon téléphone. Donc, on va voir. Merci, Nundu, pour ton Prime. Je remercie aussi Piotr, Tyler, pour vos subs. On continue. Oppo a lancé le Find X3 Pro, capable de rivaliser avec les meilleurs. La marque chinoise adresse avec son Find X3 Pro un signal très fort à ses concurrents. Moi, j'avais bien aimé le Oppo. J'avais pas tout aimé, mais j'avais bien aimé le X2. Ils m'ont pas envoyé le X3. J'ai même pas été invité à la conf presse ou quoi que ce soit. Donc, si un jour je l'ai, je vous donnerai l'avis, mais pour l'instant, ils n'ont pas jugé utile que je vous donne mon avis sur leur téléphone. Le Find X3 Pro affiche des spécificités comparables aux autres smartphones haut de gamme. Il s'en distingue toutefois par plusieurs innovations majeures. Il est équipé d'un système de charge ultra rapide, 65 watts, qui grille la priorité à ses concurrents. Est-ce qu'il grille la batterie? À voir. Il se charge également très vite en sans fil avec son chargeur AirVoc de 30 watts. Donc 2 fois plus rapide que le MagSafe d'Apple, à noter. Il est également le premier smartphone équipé d'un capteur photo microscope qui permet de faire des photos de l'infiniment petit. Ça va plaire à certains... Non, j'allais faire une blague graveleuse. Bref. Voilà, un microscope sur votre smartphone. Rigolo, pourquoi pas? Plus loin que le macro, allons mettre un microscope sur un smartphone. À voir. Est-ce que c'est pas un peu gadget? À voir. Ce que je trouve intéressant, côté photo, c'est qu'ils ont fait un truc que j'attends pas mal au niveau des constructeurs smartphones. C'est qu'ils ont mis 2 capteurs de 50 mégapixels identiques pour le portrait et le paysage. Donc, il doit y avoir l'ultra grand angle ou le grand angle a le même capteur qu'un x2 ou un x3. Je ne sais pas quelles sont les longueurs focales, mais il y a le même capteur derrière. Et ça, c'est intéressant parce que même si ça coûte plus cher à fabriquer, ça permet d'avoir vraiment des photos identiques, quelle que soit la longueur focale dans laquelle vous êtes. Actuellement, le problème qu'ont beaucoup de constructeurs de smartphones avec ces différentes longueurs focales, je vous l'ai expliqué dans moult vidéos, c'est que c'est très difficile que les photos se ressemblent en termes de colorimétrie, justement, parce que les capteurs sont différents d'une longueur focale à l'autre. Parce que pour obtenir une certaine longueur focale, les constructeurs jouent à la fois sur le vert, la partie objectif, et sur la taille du capteur.
pour le crop factor. Ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Là, Oppo fait une démarche intéressante de dire une des manières de résoudre le fait que les couleurs changent d'une longueur focale à l'autre, c'est de mettre le même capteur et de ne jouer plus que sur l'optique pour créer la différence focale. Intéressant. Non, Smi. Écoute, la rumeur dit que je suis plus invité aux events de certains fabricants de smartphones parce que je suis considéré comme un influenceur qui n'est pas assez souple. Je leur ai dit, oui, ça commence à craquer, hein. Non, mais je comprends, voilà. Je suis pas... C'est vrai que je suis pas malléable. Je suis un peu le connard qui pose la question qu'il faut pas dans la conférence de presse. Donc c'est un peu de ma faute. Mais je tiens à être comme ça. J'ai un peu tendance à poser la question qui fâche quand tout le monde est dans le réjouissement marketing. Oh, mais c'est trop nouveau. Et moi, je suis le genre de mec quand quelqu'un... Enfin, voilà, quand dans la présentation, ils disent « Ouais, on a mis un nouveau truc ». Je suis un peu le chieur derrière qui va dire « Attendez, il a quoi de nouveau par rapport à l'année dernière ? Je comprends pas. » Voilà. Donc, on m'invite pas. On m'invite moins. On m'invite quand même, mais on m'invite moins. On pense pas forcément à m'inviter. Je cherche. Carrément. Je casse l'ambiance. Je suis un party pooper des présentations de smartphones. Mais clairement. Clairement. Et effectivement, et je ne jette pas à la pierre, encore une fois. Mes collègues, d'abord, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont leur propre business model et ils font très bien ce qu'ils font. Je leur reproche rien. Simplement, nous, on a un truc, c'est que sur la chaîne, sauf exception, on a parlé un peu des vélos connectés, ou alors en vous avertissant au maximum, on n'accepte pas de faire un test sponsorisé. On fait plein de vidéos sponsorisées, mais on n'accepte pas de faire un test sponsorisé. Ou même un déballage sponsorisé, ou même une prise en main sponsorisée. On a accepté par exemple un budget d'Oppo, mais on vous a fait une vidéo 15 manières de prendre de meilleures photos avec un smartphone en mettant l'Oppo comme le smartphone qu'on a utilisé pour cette vidéo. Mais on refuserait de faire un test de l'Oppo financé. Voilà. Avoue, tu bouffes trop de... C'est peut-être ça, le budget petit four. Le budget petit four et les produits offerts par la marque, vous avez le droit de les revendre. C'est de plus en plus rare et ça arrive plus beaucoup les smartphones offerts. Hein. Sauf effectivement quand ta vidéo est sponsor et tout, mais fantasmez pas trop sur les trucs offerts parce que c'est pas si répandu que ça. Hein. Allez, on continue. Mais en tout cas, Oppo, c'est assez intéressant quand même. Je le trouve intriguant, ce smartphone. Je suis pas un énorme fan de... Je vous montre de l'intégration des capteurs photo avec le bon B. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, j'ai vu qu'il était 9h et qu'on était à la bourre. Vous inquiétez pas, je suis au courant. Ouais, à voir. Il va proposer effectivement de la vidéo en 10 bits. Ça, c'est intéressant. Je serais curieux de tester. À voir ce que ça vaut, les formats dynamiques en vidéo. Un mode cinématique qui permet de filmer en 4K avec une palette de couleurs dynamiques et un format log pour les cinéphiles. Intéressant. Est-ce que c'est du vrai log? Est-ce que c'est du faux log? Contrôle manuel de l'ISO, de la balance des blancs. La fiche de spec est intéressante, mais ce n'est qu'une fiche de spec. Téléobjectif, 13 mégapixels, zoom hybride. Ah, j'aime pas les notions de zoom hybride. Ça veut souvent dire on a mis de l'algo dans le zoom. Donc un zoom hybride x5. La fameuse caméra microscope à 3 mégapixels. À voir. C'est peut-être un peu gadget. Appareil photo frontal de 32 mégapixels, pas mal pour les selfies. À voir, je rejette pas. Snapdragon 888, 12 Go de RAM,
un écran de 6,7 pouces, très haute résolution, et bien entendu OLED. Une batterie de 4500 mAh, 256 Go de stockage par défaut. La 5G également proposée de série. Intéressant, le prix de 1149 € pour le modèle Pro. Il y aura un modèle Neo à 799 € et un modèle X3 Lite à 449 €. Donc je pense que vous perdez des capteurs et de la 5G dans le Lite, oui c'est ça. Configuration très proche en photo du modèle, la plupart de ses atouts. Il aura juste un processeur moins puissant, le Snapdragon 765, et n'embarque que 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Honorable. S'ils n'ont pas trop changé le mode photo pour le Lite, 449, pas mal. À voir. J'ai pas l'IP rating, non. Salut, Oli Beacon. Première fois que tu peux voir un live. Eh ben écoute, on est content que tu sois parmi nous. À voir, à voir. Allez, il est temps qu'on passe à notre sponsor et après on va passer à la tartine. On a un gros débat qui nous attend. Je prévois une fin assez tardive de l'émission, mais pas trop tardive non plus parce que j'ai beaucoup de choses à faire ce matin, autre que le mug. On va passer à notre sponsor. Notre sponsor, vous le connaissez, c'est ExpressVPN. ExpressVPN, comme d'habitude, je pourrais vous faire plein de démonstrations sur les qualités d'ExpressVPN. Nous, on vous le répète, on a choisi, c'est eux qui nous ont contactés, ou je sais plus, mais enfin, on s'en fout. Nous, on aime bien ce qu'ils font au niveau de la vie privée. Tout ce qui concerne effectivement votre activité en ligne ne concerne que vous. Ils ont des choses, ils ont des technologies pour le privacy, enfin la confidentialité qu'on trouve assez intéressante. Donc, on vous conseille de vous informer et justement, grâce à notre URL que vous pouvez utiliser, qui est expressvpn.com/nowtechtv, vous obtenez 3 mois gratuits, comme c'est écrit ici, 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois, offre exclusive pour les auditeurs de Nowtech. Donc voilà, rien ne vaut de tester pour savoir ce que vous pouvez en penser exactement. C'est ExpressVPN qui permet d'installer VPN sur l'Apple TV. C'est une bonne question. Je sais qu'il peut s'installer sur beaucoup de choses. ExpressVPN sur des serveurs, etc. L'Apple TV, je ne sais pas. C'est une bonne question. Peut-être voir. Est-ce qu'on peut sortir après 18h grâce à ce VPN? Non, mais tu peux t'évader après 18h à travers le monde grâce à ce VPN. T'as vu le petit retournement marketing que je t'ai fait là? Tu t'y attendais pas, hein? Jamais vu un VPN sur l'Apple TV. Ouais, moi aussi ça m'intrigue. Ou alors, ouais, il faut le jailbreaker, ouais. On peut l'installer sur un Fire Stick Amazon. Merci Hamster pour cette information. Allez, je vous propose qu'on passe à la tartine. Et la tartine, on va réaborder un sujet qui vous passionne, non, qui me passionne. Il y en a certains d'entre vous, ça les fait chier. Mais on va reparler du NFT. Est-ce que je dois réexpliquer? Alors, je vais essayer de faire une explication laser de ce que c'est que le NFT. Le NFT, qui veut dire non-fungible token, en gros, c'est un certificat d'authenticité numérique. Pour résumer les choses, ça n'a rien à voir avec les droits de reproduction. Il y a une confusion, je comprends qu'elle soit possible, mais ça n'a rien à voir avec acheter, par exemple, une image libre de droits commerciaux que vous pouvez utiliser sur Internet. Ça, c'est une chose, le droit de reproduction. Un certificat d'authenticité, c'est une manière de dire que ce pixel, cette œuvre, cette phrase, cette musique, ce truc numérique est authentique et n'existe qu'à un nombre
choisi d'exemplaires. Alors, c'est plus comme acheter un CD physique numéroté. C'est-à-dire qu'il ne sera pas reproduisible. Si vous achetez un objet physique numéroté par l'auteur, par l'artiste, que vous achetiez sa photo numéro 12, la reproduction numéro 12 de sa photo, et que c'est certifié numéro 12, il ne pourra pas y avoir deux numéros 12 de cette photo. Est-ce que vous comprenez la différence ? Je pense que l'exemple est pas mal. Une photo, si je vous montre n'importe quelle photo, allez, je vais choisir une photo. Une image vaut 1000 mots. Alors, voilà, j'ai une magnifique photo. Je vous montre cette magnifique photo. Ok ? Vous y reconnaissez mes idoles. Cette photo-là, vous pouvez faire un screenshot, la reproduire, l'encadrer chez vous. Vous faites ce que vous voulez avec cette photo. Là, on est en train de parler de la reproduction de la photo. Ok ? Maintenant, si je prends cette photo et que je dis celle-ci est le tirage numéro 12 de cette photo, et si tu achètes le tirage numéro 12, il n'y aura pas plusieurs numéros 12. C'est le tirage numéro 12. Voilà. Jusqu'ici, on pouvait le faire avec des choses physiques. Hein, un tampon, c'est l'exemplaire numéro 12 de la photo et c'est un certificat d'authenticité. On ne pouvait pas le faire dans le numérique. Eh bien, le NFT permet de le faire dans le numérique. Je pourrais, si les droits de cette photo m'appartenaient et que j'étais l'auteur de cette photo, m'approcher d'un site permettant d'avoir un certificat d'authenticité NFT, de dire cette photo, je l'authentifie avec un NFT et je la tire à 20 exemplaires. Il y aura 20 exemplaires de cette photo NFT certifiée. Vous comprenez ? Dites-moi hein, si vous ne comprenez pas. J'essaie d'être le plus pédagogue possible. J'essaye surtout de créer des analogies avec les choses physiques. Ça sert à quoi avoir des exemplaires uniques ? C'est pour les collectionneurs. C'est pour la... voilà, c'est les collectionneurs qui achètent des certificats d'authenticité dans l'art, notamment, mais pas que. Voilà, vous avez compris ? Ben, l'intérêt t'échappe, t'es pas un collectionneur. En fait, c'est ça. Ça intéresse beaucoup les collectionneurs de pouvoir acheter. Tu vois, de dire que tu comprends pas, on a eu le même débat il y a 10 ans, quand dans des jeux vidéo, on s'est mis à vendre, contre de l'argent sonnant et trébuchant, des objets immatériels dans le jeu, qui servaient même pas à avoir un fusil plus puissant, juste pour être plus joli dans le jeu, ou avoir une tenue. Il y a encore des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas qu'on achète des choses dans des jeux vidéo parce que c'est pas réel, c'est pas tangible. Donc voilà, le NFT, c'est une garantie d'authenticité de quelque chose de numérique. Eh bien, on a encore, vous avez peut-être vu des articles sur l'explosion du NFT, et qu'il y a des collectionneurs dans le monde qui y croient à fond, et l'artiste Beeple vient le 11 mars 2021 d'exploser tous les records en vendant un collage numérique. Donc c'est un collage qui n'existe que en forme numérique, c'est une œuvre d'art numérique. Il l'a vendu à 69 millions de dollars. 57 millions d'euros. Et là, vous êtes en PLS. Avec le filet de bave. Mais c'est pas possible. Mais moi aussi, je vais dessiner des petits Mickey et je vais les vendre 60 millions de dollars. Là, on va pas revenir sur le débat. L'art, c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Et les mecs ne spéculent pas non plus sur n'importe qui et n'importe quoi. Bref. Vous vous dites, mais 69 millions de dollars, mais c'est complètement fou. C'est des tarifs assez habituels dans la spéculation. Un Balloon Dog. Vous connaissez Jeff Koons, le chien. Je vais vous le montrer. Balloon Dogs. Vous allez reconnaître. Balloon Dogs.
Jeff Koons. Je vais vous montrer une photo. Hop. Voilà. Le Balloon Dogs, c'est cette œuvre d'art-là. Yep. C'est cette œuvre d'art-là. Donc vous reconnaissez. En fait, c'est un espèce de chien fait avec des ballons. C'est une sculpture de Jeff Koons. Tout ça pour dire, si vous effarouchez sur le prix, le Balloon Dogs original de Jeff Koons s'est vendu à 58,4 millions de dollars en 2013. Donc, c'est des prix qui se pratiquent dans le monde de l'art contemporain. Inconnu au bataillon. Et pourtant, il a été reproduit. Vous voyez, on touche justement la reproduction. Les Balloon Dogs de Jeff Koons ont été reproduits à plein d'exemplaires. Vous en trouvez à 10 €. Mais c'est pas parce que vous achetez un Balloon Dog, une reproduction du Balloon Dog, que vous avez l'original. C'est pas parce que vous avez acheté un truc à 10 € que vous... C'est pas parce que vous achetez une Joconde en porte-clés que vous avez le certificat d'authenticité de la Joconde. Ou alors, si on vous a fait croire ça, c'est pas gentil. Mais c'est pas une photo d'œuvre. Une œuvre. Alors, je vous montre l'œuvre qui a été vendue. C'est là où ouvrez vos chakras. Et arrêtez de toujours opposer le physique et le numérique. Parce qu'en fait, ça devient absurde. Cette œuvre, c'est cette œuvre qui a été vendue aussi cher. C'est une œuvre numérique. L'artiste n'a jamais... il l'a pas peint sur un tableau avec de la peinture. Il a créé cette œuvre. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'œuvre, n'est même pas le propos. Je sais, certains sont en train de dire, en critique de l'art, j'aime pas beaucoup. Je trouve ça un peu tristoun. J'aime pas trop les couleurs. On s'en fout. L'art, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. On n'est pas là pour... On n'est pas des critiques d'art. Et puis quand bien même, les critiques d'art, c'est de la merde aussi. Bref, tout ça pour dire, cette œuvre, il l'a créée en numérique. Donc, que vous me dites, mais elle ne peut pas avoir de valeur, elle n'est pas physique, bah, c'est dire qu'il ne peut pas y avoir d'artiste dans le numérique, ce que vous êtes en train de dire. Et pensez aussi, c'est très intéressant ce que tu dis sur les Rolex, Bidibule. Un certificat d'authenticité non reproductible. Merci beaucoup, le Lorrain, pour nous avoir envoyé 10 bits et 15 bits. Et merci Airboy Turbo aussi. Ah, le Lorrain, il régale. Merci Seb AGX2 aussi. Donc, vous voyez en quoi le NFT peut être intéressant. Vous voyez, je donne l'exemple. Je ne sais même pas si on prendra le temps de le faire, mais si par exemple les mugs, on vendait une version... je ne sais plus à combien ils sont, nos mugs. Je crois qu'ils sont à 15 € ou 20 €, je ne sais plus. On aurait la version à 20 €. Et puis, on crée un NFT pour une série limitée de mugs, par exemple, qu'on signe, où je vous mets une blagounette au feutre écrit derrière, et je vous dis, voilà, on va le faire que sur 100 exemplaires de mugs. Je donne un exemple, hein, qui seront certifiés NFT. Comment donner de la valeur à du vent? Donc, tu es en train de dire qu'un artiste qui travaille sur du numérique ne fait que du vent. C'est là où je vous dis, personnellement, je pense que vous n'avez pas encore fait le shift mental que la frontière entre le physique et le numérique se blurre, s'efface. Il y a de plus en plus d'interactions physiques. Il y a même un mot pas très joli, hein, mais qui existe, qui s'appelle le figital. Un mélange de physique et de digital, de numérique. Voilà. Les cartes Panini, voilà, il y a on a beaucoup parlé aussi des clubs de foot qui commencent à vendre des cartes collector certifiées NFT qui n'existent que
en numérique, mais comme elles sont certifiées, elles ont de la valeur pour les collectionneurs. Ok, attention, en droit français, c'est 30 exemplaires maxi. Sinon, c'est pas une œuvre d'art. J'ai jamais dit que notre mug est une œuvre d'art. Donc ça sera 100 exemplaires. Un graphiste qui fait une œuvre sur son PC tablette n'est pas physique si tu l'imprimes pas, mais il y a du talent et du travail derrière. Ben oui, bien évidemment. Et les artistes des jeux vidéo, c'est pas des artistes. C'est là où je comprends les réticences. Mais justement, on avait fait l'article, ils ont brûlé un tableau qu'ils avaient mis en NFT pour qu'il n'y ait plus qu'un seul exemplaire NFT du tableau et que la version physique brûle. La manœuvre en elle-même, pour moi, est une démarche artistique, justement. Mais, ouais, voilà. Et alors, quand même, parce qu'il y a une deuxième partie de ce truc, mais c'est intéressant que tout le monde s'exprime là-dessus, il y a des dangers au NFT. Et ça y est. Et bien évidemment, même le jour où j'ai commencé à faire des articles dessus, je me suis dit, mais il va y avoir des problèmes. Parce que garantir que c'est toi qui es l'auteur d'une œuvre, on a vu les problèmes qu'il y a eu à une époque avec Displate et les fabricants de t-shirts, les gens qui s'approprient les œuvres des autres pour faire de l'argent. Bah, ça n'a pas traîné avec le NFT, bien évidemment, et notamment à travers les tweets. Parce que oui, on peut rendre un tweet NFT. Le premier tweet de l'histoire, je vous l'avais dit, est déjà aux enchères. Tout ce qui est numérique peut être NFT, avec un certificat d'authenticité. Et bien, certains petits malins se sont mis à coller des NFT sur des tweets d'artistes où il y avait l'œuvre en disant c'est un certificat d'authenticité du tweet de l'artiste où il y a l'œuvre qui est dans l'image de son tweet. Donc ils n'ont pas réussi à mettre un NFT sur un tableau qui ne leur appartient pas, mais ils ont réussi à mettre un NFT sur une reproduction d'un tableau qui ne leur appartient pas. Mais vous savez, des gens tordus qui trouvent des idées tordues pour se faire du pognon sur le dos des autres, on n'a pas attendu les adblockers pour que ça existe. Il y a beaucoup de gens qui sont très créatifs pour se faire de l'argent avec la création des autres. Mais très, très créatifs. Donc, effectivement, c'est un des dangers, notamment ce qu'on appelle les tokenized tweets. Il y a un site qui s'appelle Tokenized Tweet et n'importe qui peut se mettre à tokeniser, donc à mettre des NFT sur les tweets de n'importe qui. Alors, il y a un recours sur le site. Si quelqu'un, justement, se met à coller des NFT, faut être célèbre, hein, à coller des NFT sur vos tweets en espérant faire de l'argent. Quand je dis célèbre, hein, c'est un peu au-dessus d'un influenceur. Hein. Je pense pas que un NFT d'un tweet vaille... Bon, bref. Je suis en train de vous donner des mauvaises idées. Bref, on peut contester effectivement l'appartenance, mais c'est une procédure longue. Le mieux à faire, et je le dis, hein, si vous avez une chaîne YouTube, machin, moi je vais le faire, je pense, très rapidement ce matin, si je trouve le temps. Il suffit en fait de bloquer sur Twitter Tokenized Tweet, parce qu'en fait, le NFT se fait en réponse à vos tweets. Voilà. Donc, on peut quand même se protéger. Le tacle à la gorge des adblockers. Bah oui, il le mérite un peu. Désolé, mais les adblockers qui font de l'argent, ils font de l'argent avec les créations des autres. Je parle des adblockers qui font de l'argent. Si on veut ramener le NFT à un objet de tous les jours, on peut prendre un vêtement de marque. Vous achetez le vrai à 300 €, le même à 30 € sur le marché, 3 € sur AliExpress, mais seul à 30 € est le vrai. Ouais, il y a ça, mais ça veut dire que le vrai, il a un certificat d'authenticité, en fait. Donc, ça va être intéressant. Est-ce que les NFT vont devenir une vraie évolution? C'est pour ça que j'ai fait mon titre. Est-ce que c'est de l'art ou du cochon? Ça peut aussi partir en fumée, cette histoire. Parce que là, les spéculations sont folles. La législation, elle est loin d'être là. C'est le Far West. Des gens commencent... Je suis sûr qu'il y a un petit malin qui va arriver à coller des NFT sur des NFT. Vous allez voir.
Y a-t-il une vidéo Nintech qui parle des adblockers? Non. Mais on voudrait la faire un jour, mais c'est très compliqué à faire une vidéo sur les adblockers parce qu'il y a il y a une omerta et beaucoup de blocages dans le métier sur les adblockers. Les adblockers font peur en fait, ça vous le saviez peut-être pas, mais les adblockers font peur à ceux qui créent du contenu. Voilà. Vous prenez pas le bec s'il vous plaît dans le chat. En 2008, chute des valeurs tech immatérielles, l'art immatériel. Mais en 2008, il y a eu une chute des valeurs tech immatérielles, l'art immatériel. Non, 2008, c'est pas le. Enfin, le problème n'était pas l'immatérialité. En 2008, le problème venait plus d'autre chose. Mais là où je te rejoins, c'est que les junk bonds et on a spéculé sur des choses dans l'immobilier, parce que c'est ça, hein, les stock prime et tout ça. Non, pas les stock prime. Bon, je retrouve pas le terme, mais on s'en fout. Bref, on avait permis à des gens d'acheter des maisons alors que ces gens n'étaient pas solvables. Donc, et on a misé sur des trucs qui étaient pourris à l'origine. Les subprimes, merci. Les subprimes. C'était ça surtout le problème en 2008. Les gens oublient que la valeur est toute spéculative, tout à fait. En fait, est-ce que... Je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est pas si compliqué. Une œuvre d'art qui est achetée 69 milliards de dollars, 69 millions de dollars, déjà pas mal. Une œuvre d'art qui est achetée 69 millions de dollars. Les 69 millions de dollars ne sont pas une appréciation des qualités artistiques de l'œuvre. Il n'est pas plus joli que les autres parce qu'il vaut 69. C'est pas le coût de la peinture, c'est pas le coût de la couleur, c'est pas le coût de l'énergie qu'il a fallu pour produire ce tableau qui vaut 69 millions de dollars. Hein? C'est même pas la popularité de ce tableau qui fait qu'il est cher. C'est simplement la spéculation. J'achète un tableau à 69 millions de dollars pour le revendre 120 millions de dollars dans quelques années. Voilà. Et parfois, je me trompe. Il ne prend pas de la valeur. En fait, il y a une décorrélation entre l'art et le marché de l'art. Ils n'ont quelque part rien à voir. Ouais, je vous demande de ne pas vous prendre le bec personnellement dans le chatroom. C'est surtout ça qui est désagréable pour tout le monde. Les attaques où vous insultez l'un l'autre, ça c'est ban direct, hein, je le redis à la modération, vous pouvez y aller. Je déteste les gens qui se prennent à partie personnellement dans le chat. Parce que c'est ça qui crée des mauvaises ambiances. Spéculatif n'est pas le mot, mais qui a décidé de la valeur du travail? En fait, c'est là où tu fais une erreur, Vaya. Tu confonds la valeur du travail et la valeur de quelque chose. Surtout dans le monde de l'art, ça n'a rien à voir. Et les vertus artistiques d'une œuvre n'ont rien à voir avec son prix. Son prix, qui décide du prix? C'est simplement un mec qui dit « Moi, je vais mettre 10 millions de dollars sur ce tableau. » Parce que, voilà, je mets 10 millions de dollars sur ce tableau. Parce qu'il pense qu'il y a une valeur spéculative qui fait qu'il pourra le vendre ou que ça vaudra 50 millions de dollars dans 20 ans. Voilà. Donc c'est un pari, hein. C'est un pari, la spéculation. Il y en a qui se sont plantés. Il y a des gens qui ont misé sur des artistes. Ça va souvent de pair, effectivement, avec la renommée de l'artiste ou la rareté de certaines œuvres. Mais c'est toutes des questions d'offre et de demande. Il y a des mecs qui misent sur des artistes peu connus, achètent les tableaux. Ça commence à avoir une valeur spéculative. Des collectionneurs achètent derrière en misant sur des artistes pas trop connus. Ils commencent à être connus. D'autres veulent mettre de l'argent au chaud. Ils achètent des tableaux de mecs connus pour défiscaliser aussi. Je vous rappelle que c'est une des manières, surtout très populaires en France, de défiscaliser, c'est d'acheter des œuvres d'art. Enfin voilà, tu comprends comment le marché de l'art se crée.
Les produits dérivés, ça n'a rien à voir, justement. Vous confondez les droits de reproduction et les certificats d'authenticité. C'est deux choses différentes. C'est pas forcément parce que vous avez un certificat d'authenticité d'une œuvre que vous avez le droit de la reproduire et d'en faire des t-shirts et de faire de l'argent avec. Vous confondez ces deux choses. Ce n'est pas, à la limite, c'est pas parce que vous avez acheté l'œuvre d'un artiste, surtout un artiste vivant, que vous avez l'œuvre authentique d'un artiste vivant, que vous avez le droit de vendre des statuettes de petits chiens ballons parce que vous avez acheté le chien ballon. Ça marche pas comme ça. Comment est stocké le NFT? C'est blockchain. Alors là, me demande pas, je suis pas un technicien, mais c'est avec les technologies du blockchain. C'est comme les crypto-monnaies. J'achète une œuvre à X euros numéro 1. Quelqu'un achète la même pour prouver à qui appartient l'œuvre d'art originale. C'est le certificat d'authenticité Kagouillard. Si un certificat d'authenticité ne peut pas être dupliqué, ou alors c'est un faux. Mais c'est le propre du NFT, ça ne peut pas être dupliqué. Donc quelqu'un ne pourra pas acheter le même tableau que toi ou la même reproduction numérotée que toi. Tu comprends? Il ne peut y avoir qu'un NFT. Alors, parfois, sur 20 exemplaires, par exemple, ou 30 exemplaires, on nous disait que la législation française, une œuvre d'art ne peut pas être reproduite à plus de 30 exemplaires, mais chacune est numérotée et authentifiée, ne peut pas être reproduite, en fait. Donc, personne ne pourra acheter le numéro 12 d'une photo qui a été certifiée par NFT, si toi, tu l'as. Tu comprends ? Donc tu perds la clé, tu perds l'œuvre. Ça, c'est le grand argument de gens qui disent l'art n'existe que quand il est fait. Et quand un tableau brûle, imagine, un tableau était chez OVH. Ils avaient décoré un peu. Désolé, je vous dis de pas faire des blagues sur OVH et je suis pire. Imagine, tu as un tableau qui t'a coûté 10 millions d'euros. Alors tu vas me dire, oui, mais à 10 millions d'euros, je le mets dans un coffre inifugé. Enfin bon. Bon, une bombe atomique tombe sur ton tableau. Il disparaît aussi. Oui, il y a toujours des risques que ça disparaisse. Et je pense que le NFT peut être vachement bien aussi pour des artistes moins connus, mais qui sont constamment pillés. Regardez le problème de Displate. Si les artistes qui faisaient des œuvres qu'on retrouve sur Displate, vous ne pouviez faire de l'argent avec les posters Displate que si vous aviez un certificat NFT que l'œuvre vous appartient. Ça empêcherait tous les mecs plus malins que les autres qui piquent les illustrations des autres pour se faire de l'argent sur Displate. Vous voyez ? Un certificat d'authenticité, c'est là où je vous dis que c'est une vraie révolution. Ça veut dire qu'il y aura des abus, comme toute révolution technologique, mais c'est quand même quelque chose d'hyper important de pouvoir authentifier, avoir une trace d'authentification numérique. Merci beaucoup Rémi pour ton prime. Il est 9h30. On fait quand même un petit fac. Je suis en rébellion ce matin. Mais c'est hyper intéressant. Je pense qu'on va reparler du NFT. Il y a un shift mental à faire. Il y aura des abus, il y aura du grand n'importe quoi. Mais le marché de l'art, vous connaissez aussi, hein, c'est parfois n'importe quoi. Il n'y a pas que le marché de l'art qui est concerné par le NFT. Le marché de l'art est probablement l'endroit où on aura les excès les plus débiles autour du NFT. Il y en a bien un qui va vendre une photo de son caca qui va être vendue à plusieurs millions de dollars. Ça va arriver, pronostic, ça va arriver. C'est évident. Mais c'est un sujet super intéressant. Allez, on passe au camp de fac. Petit camp de fac, je vais essayer d'être laser, vous poser des questions faciles. Je vous réponds par des réponses faciles. Allez, est-ce que vous avez des questions? Plus terre à terre.
Est-ce qu'il y a un moyen de trouver un smartphone avec port jack en 2021? Bah ouais, déjà dans le marché du refurb. Après, des smartphones neufs avec une prise jack, comme ça me vient pas. Pixel... le Pixel 3, il avait encore un jack, ouais. Il y en a un. C'est quoi le NFT? Bécris, tu sors. On vient de l'expliquer. Le Samsung M51 a une prise jack, merci. L'Asus ROG a une prise jack aussi. Une idée de la date du prochain Apple Event? Appelle Tim Cook. Hi Tim, how are you? Yeah, could I have the date for the next Apple event? Uh-huh. 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 Ok. Ok, thank you Tim. Alors j'ai eu Tim Cook, j'ai aucune confirmation de la date. Il y a des rumeurs pour le 23, mais j'ai aucune confirmation. Désolé, je suis pas un YouTuber assez un gros influenceur à qui Tim Cook certifierait avant même la presse la date du prochain Apple Event. Désolé, c'est tombé sur toi, mais j'ai pas pu résister à cette blague. Thank you, Tim! Qu'on donne un Oscar à cet homme. See you at the next BBQ. On est un peu en froid, hein, une histoire de chipot mal passée là avec Tim. « 23 mars Apple », c'est la rumeur, mais pour l'instant Apple n'a pas confirmé le 23 mars. Voilà. Ah oui, JB, il saura peut-être plus la date que moi, ouais. Tim finance la chaîne. Pff, faut croire que oui, je dis que du bien d'Apple. Nowtech n'a pas d'insider chez Apple. Non, on est nul. Hein. Mais en fait, on est nul. Mon iPad Pro tire de l'aile niveau batterie. J'attends la mise à jour. Ben, bonne attente à toi. Mais peut-être qu'il faut que tu changes de batterie aussi. Est-ce que tu connais Theta TV, une plateforme de streaming gérée par un blockchain? Non. Non, j'avoue que j'ai pas le temps d'expérimenter ces trucs. Tout le monde nous dit, ouais, arrêtez YouTube, allez vous mettre ce truc où tu fais 3 vues. Désolé, on peut pas aller sur des trucs trop expérimentaux. Pour l'instant, on n'a pas le temps. Mais à l'occasion, j'irai voir, où on fera peut-être un sujet sur des alternatives à YouTube. Mais je connais déjà la réponse. Pour l'instant, il n'y a pas d'alternative à YouTube. Vraiment. Ça dépend de ton contenu, mais il n'y a pas vraiment d'alternative économique, on va dire, à YouTube si tu veux faire voilà, un minimum d'audience. Les blockchains, c'est vraiment du pipeau dans 99% des cas. Est-ce que tu peux nous développer ça un peu, Lolilol? Parce que là, tu affirmes ça, mais pourquoi les blockchains, c'est du pipeau? Je m'excuse si tu as cru que je me moquais de ton orthographe. Je parlais de ma propre faute. J'ai écrit toute spéculative. Ah, pardon. Le problème, vous voyez, quand vous commencez à avoir des discussions perso, et Vaïa, t'es quand même une grande spécialiste de ça, c'est que moi, je lis vos trucs quand ça défile et je tombe en plein milieu de vos conversations perso et c'est... Voilà. Essayez de vous parler en DM quand vous vous parlez, en fait, à l'un l'autre. Merci. Merci. Ouais, il y a Pornhub, il y en a certains qui ont mis du contenu non pornographique sur Pornhub. Ça peut être sympa si tu as un contenu qui est justement très dans la polémique, très fanzine, très happy few. Ça peut être rigolo que tu publies sur Pornhub. Mais tu vas pas mettre un truc grand public sur Pornhub, quoi. De quoi ils vont parler dans la keynote si c'est bien le 23 mars? Rappelez Tim. Hey Tim, sorry, another question. What will you speak about at the keynote? Uh-huh. Uh-huh. OK, thank you. Il m'a dit fuck you, Jérôme. Ouais. Donc, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Villebrequin, ils sont sur Pornhub? Ah, c'est drôle. Mais j'en attendais pas moins de Villebrequin, s'ils l'ont fait. Jérôme, j'attends toujours la série de vidéos sur la vidéo de la French Tech. Vous êtes beaucoup à attendre des vidéos que j'ai promis et que probablement je ferai un jour ou pas. Voilà.
Mes promesses ne sont pas NFT. Je peux pas vous dire autre chose que ça. On peut faire un NFT de cette séquence. Un gros service de streaming aura toujours les problèmes de YouTube, centralisation. Bah, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi YouTube était un modèle difficilement reproductible. Et la raison, la première, c'est que YouTube coûte extrêmement cher. Ils n'ont été bénéficiaires qu'à partir de 2015, je vous le rappelle. C'est un business model très très compliqué, YouTube, pour Google. Et vous pouvez avoir un chiffre d'affaires énorme, si vos charges sont énormes, vous n'êtes pas une entreprise prospère. Voilà. Et monter un concurrent à YouTube avec la même force de frappe, il faut avoir des milliards et des milliards. Pour moi, il n'y a que Apple et Amazon qui pourraient lancer un compétiteur crédible à Apple. Voilà, point. Et Apple ne le ferait jamais. Les blockchains ne cherchent qu'à faire de l'argent facile actuellement. Je vois vraiment pas d'autres usages que ça. Je suis pas un spécialiste, le Lilol, mais les blockchains servent à beaucoup d'autres choses. Que tu confonds, je pense, crypto-monnaie et blockchain déjà. C'est vrai que la confusion est facile, mais le blockchain est une technologie qui s'applique à d'autres choses que la crypto-monnaie. Un bon plan pour trouver des accessoires officiels Apple sur les anciens modèles. C'est une bonne question, ça, Darkside. Nous, on a galéré grave pour trouver une nouvelle coque pour Marion alors, elle vient de changer, mais elle a gardé son iPhone 10 très longtemps. Et impossible de trouver une coque, quoi. Je connais pas de vraies bonnes sources. Il y a peut-être un marché, effectivement, pour du refurb d'accessoires. Ouais. Amazon Twitch. Ouais, mais Twitch, pour l'instant, ne permet pas d'héberger des vidéos. Twitch, c'est vraiment le business model du streaming qui n'a rien à voir avec le business model. Enfin, même s'il a des similitudes. Après, si un jour Twitch disait, bon, bah, en plus des streams, vous pouvez héberger des vidéos comme le fait YouTube. C'est plus YouTube qui essaye de faire comme Twitch en mettant des lives dans YouTube. Pour l'instant, Twitch n'essaye pas de faire comme YouTube. Aurais-tu un conseil pour une coque de protection de MacBook 13 19 pouces? Non, j'ai jamais mis de coque de protection sur des MacBook Pro, donc je pourrais pas te donner d'avis. Quel est pour toi le business model qu'il faut amplifier dans le futur? Le mien. Voilà, réponse simple. Amplifier mon business model, s'il vous plaît. Hein? Je rappelle, nous sommes toujours à la recherche de contributeurs sur la chaîne, à travers Patreon, à travers les YouTube members, à travers les subs et les... Voilà. Regardez nos pubs, mettez-nous en waitlist avec vos adblockers. Nos sponsors, dès qu'on a un sponsor, allez cliquer, allez voir ce qu'ils font. Merci. Non, mais la question est intéressante, mais pour pas faire une réponse débile comme je viens de le faire, ça mériterait un peu de réflexion sur les business models pertinents du futur. C'est presque un sujet de vidéo. Les YouTube members, tu as un bouton rejoindre sur les chaînes YouTube où en fait tu deviens un contributeur à la chaîne. Tu deviens un YouTube member de la chaîne. Donc tu donnes une contribution à la chaîne et tu deviens un contributeur au même titre que ceux qui nous donnent sur Patreon ou ceux qui nous donnent sur Twitch. Utilisez aussi nos liens d'affiliation. Merci de le rappeler, Apple Master. Même moi, j'oublie mon business model. Pour toi, la vente de données, c'est dead? Ah non, nous, on ne peut pas vendre de données, non. Déjà, on ne peut pas les collecter. Et ça, non. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. On ne vend pas de la donnée, mais par contre, on vend du ciblage publicitaire. Et en fait, il n'y a pas de boîtes qui vendent de la donnée.
toutes les boîtes vendent du ciblage publicitaire plus ou moins précis. Quand je dis que nous, on vend du ciblage publicitaire, c'est que généralement, si on nous approche un sponsor, il est intéressé par la pyramide des âges qui regarde la chaîne, par le ciblage de la chaîne. C'est-à-dire que notre chaîne en elle-même permet une qualification des viewers. Et cette qualification que nous fournit YouTube, je sais quel est l'âge approximatif des gens qui nous regardent. Alors, je ne connais pas leur nom, hein, mais je sais combien de personnes de tel âge nous regardent, hommes, femmes, et leur situation géographique. Voilà, en grosso merdo, les données qu'on a sur vous. Ça, c'est quelque chose, on ne vend pas ces données-là. On leur dit pas... On leur vend même pas le fait qu'on ait 20% de gens de 50 ans qui regardent la chaîne. C'est simplement, on leur dit, voilà, si vous avez un produit qui s'adresse plutôt à des gens entre 15 et 25 ans, voilà le type d'émission, le type de vidéo où ça pourrait bien fonctionner. Donc on vend du ciblage publicitaire, quoi. Le message précédent de Samuel, il doit me dire, il est 42. On ne peut pas faire une compétition avec Guillaume sur la... Si, et je vais gagner. Ouais, pas de garantie pour la vidéo promise ce soir. Non, mais vous avez raison, ça devient de l'abus, c'est n'importe quoi. Allez, on dure jusqu'à 9h45, mais on arrête vraiment. C'était ça. Alors, j'ai peut-être mal compris ta question. Tu m'as dit, pour toi, la vente de données, c'est dead. Tu parlais pour nous, la chaîne, est-ce qu'on vendait de la donnée ? Jérôme, tu as découvert l'appli qui a cartonné, Avatarify. Alors, il est assez impressionnant. Non, je ne connais pas. Allez, je vous fais des gros bisous. Soyez bons, soyez forts. Il y a une vidéo, on compte sur vous. Si vous l'aimez, hein, de la soutenir, cette vidéo. Vous savez comment soutenir une vidéo de la chaîne ? On a besoin de vous. Surtout que maintenant que la chaîne est en train de prendre un petit virage édito, de moins être sur les vidéos tech bankable, on a encore plus besoin de vous pour soutenir nos vidéos, les partager et tout ça. Sinon, on va disparaître dans les limbes des bonnes idées qui sont mortes trop tôt. Vous n'avez pas envie qu'on soit une bonne idée qui est morte trop tôt. Donc, on a besoin de vous. On vous fait des gros bisous. Je ferai peut-être du stream ce week-end de Valheim. En solo, toujours. J'ai pas eu le temps d'organiser une équipe de Vikings. Mais voilà, je ferai peut-être un peu de stream ce week-end. Vidéo ce soir. Et je vous retrouve lundi matin. Je vous fais des gros bisous. Passez un excellent week-end. On va décider du raid. Qui on va raider le Cabri. Cabri DIY qui s'inscrit parfaitement dans notre initiative Take Your Time. Donc un petit raid sur Cabri DIY. Hop, je lance le générique et je lancerai le raid après. Ciao tout le monde.